Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si on manipulait vos émotions, en particulier sur les réseaux sociaux? Et je pense qu'en fait, vous le savez déjà, mais vous ne savez pas exactement comment. Eh bien, j'ai invité quelqu'un qui va venir vous en parler, qui va vous expliquer l'impact que ça peut avoir sur vos vies au quotidien, en particulier sur la politique, mais beaucoup plus largement sur la publicité aussi, et comment on peut, à travers les réseaux sociaux, complètement manipuler vos émotions. C'est un épisode que j'ai trouvé passionnant, qui est un peu plus long que la moyenne, mais ça mérite vraiment de l'écouter dans l'intégralité. Mais je pense que si vous rentrez dedans, vous aurez un peu de mal à couper de toute façon. Donc voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour Guy-Philippe. Bonjour Grégory. Donc je suis avec Guy-Philippe Goldstein, qui est expert en questions de cybersécurité, et tu es chercheur intervenant à l'école de guerre économique. Et on va parler d'un truc un peu particulier, qui est la manipulation des émotions. Je pense que c'est un sujet auquel les gens n'ont pas trop l'habitude. On parle de ça souvent dans Black Mirror ou dans les séries un peu de fiction. Mais en réalité, il y a eu cette... j'aimerais commencer par là, par cette étude qui a été faite en 2014 par l'université de Cornell sur Facebook, où en fait, ils ont fait en sorte de manipuler les émotions et ils se sont rendus compte qu'on pouvait rendre les gens tristes ou heureux. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Puis après, on va élargir, mais j'aimerais commencer par là. Oui, parce que lorsqu'on évoque la question des réseaux sociaux, des médias, on parle d'abord et avant tout de l'information, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Mais en réalité, derrière ça, il y a ce que tu viens d'évoquer, à savoir les émotions qui sont véhiculées derrière les messages. Ouais. Ce qu'avait démontré cette étude réalisée par une équipe de l'université de Cornell avec des gens de Facebook, d'ailleurs sans vraiment suivre de déontologie, ça a été beaucoup reproché par la suite, c'est qu'effectivement, alors d'une façon légère, mais eux ils disent statistiquement significative, on était capable d'injecter via certains types de médias, d'informations, une émotion ou positive ou négative. Donc vraiment être, entre guillemets, capable de faire un petit peu la pluie et le beau temps dans la tête de l'audience. Alors, j'insiste là-dessus, les résultats montraient des éléments qui étaient petits, mais significatifs par rapport à ces variations de l'état d'esprit. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est en 2014, on est 2 ans avant la campagne présidentielle, c'est un test d'une certaine façon. Il faut voir que Facebook vend cette capacité à envoyer des messages et donc potentiellement des émotions auprès de ses annonceurs. Et parmi les annonceurs, aux États-Unis en tout cas, il y a beaucoup d'annonceurs politiques. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on se pose tous la question, effectivement, de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Mais on n'a pas forcément en tête, on a tous entendu parler de Cambridge Analytica sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Cambridge Analytica, la méthode? Est-ce que ça peut impliquer, alors je sais que toi tu parles évidemment beaucoup de politique, mais typiquement en politique et le rôle que ça a pu avoir sur Trump, mais le rôle que ça peut avoir aussi sur nos démocraties de manière générale, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une montée de l'extrémisme un peu partout dans le monde. Avec plaisir, d'autant plus que, je le dis, j'ai une petite start-up, disclaimer, j'ai une petite start-up et j'ai travaillé avec certains retailers, alors uniquement d'un point de vue commercial, de compréhension de la clientèle, sans d'ailleurs de messages politiques, mais il s'avère qu'on a développé une méthodologie qui ressemble un petit peu à celle de Cambridge Analytica, en tout cas qui réutilise un standard de base d'analyse des traits de personnalité qui est ce qu'on appelle le standard Big Five, qui a été validé par l'American Psychological Association, qui est utilisé par exemple dans le recrutement par l'US Navy ou la NSA, qui est un de ces grands standards d'analyse des traits de personnalité, comme par exemple MBTI, ce que beaucoup de gens font avec des tests en ligne, est-ce qu'on a NTJ, NTP. Il s'avère que le Big Five a une valeur scientifique un peu plus forte, confère un article dans Harvard Business Review l'année dernière, et qu'on peut faire un peu plus de choses. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec, justement? Dans le Big Five, il y a 5 grands traits, donc c'est pour ça qu'on parle de Big Five. Donc, je l'ai fait rapidement. Le moyen mot technique, c'est océan. Donc, O pour openness, est-ce qu'on est ouvert aux idées nouvelles? Au contraire, on est très traditionnel. Consciencieux, est-ce qu'on fait très attention aux détails, à la hiérarchie des principes? Ou alors, on est un petit peu dans les airs façon The Dude, The Big Lebowski. Extraversion, on aime parler en public. Ou alors, au contraire, on est plutôt introverti.
Agreeableness, on est empathique et bienveillant. Au contraire, on est très critique et compétitif comme Gordon Gekko dans Wall Street. Et neuroticism, alors est-ce que on est quelqu'un d'extrêmement calme, on est comme le pilote d'avion, il y a les 4 moteurs qui sont au feu, mais alors pas de problème, on gère, relax. Ou au contraire, on est comme Donald Trump, on pète un câble. Bon. D'accord. Alors là-dessus, Cambridge Analytica a commencé dès 2014 justement à utiliser ce type de méthode-là pour cibler. Par exemple, il y avait Tom Tillis qui était un candidat républicain en Caroline du Nord. Et il y a des exemples que montre Cambridge Analytica. Lorsque on a en face de soi une audience qui est très dans l'empathie et la bienveillance, on va montrer une photo de Tom Tillis avec plein de personnes autour de lui, parce que ça montre que c'est quelqu'un qui aime les autres personnes. Lorsqu'on a en face de soi, dans ce micro-targeting, une personne qui, au contraire, a un niveau de caractère consensueux très élevé, alors on va dire Tom Tillis est là pour rétablir les principes et l'ordre à Washington. Et puis, lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle faible, qui a peur, on va montrer un soldat, avec le maquillage de combat d'ailleurs, pour dire Tom Tillis, c'est un homme fort. Mais comment on arrive à définir les profils de ces personnes-là à l'origine, je veux dire, comment on peut savoir que toi, t'es ci ou t'es ça ou... C'est en fonction de ce que tu partages sur les réseaux sociaux ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode qui a été utilisée par Cambridge Analytica vient de chercheurs justement de Cambridge, dans ce petit monde des chercheurs sur la trait de personnalité, où effectivement, et ça a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que selon l'utilisation de Facebook, est-ce que je vais beaucoup reposter ou pas, est-ce que je vais montrer dans ma page Facebook que j'ai beaucoup d'intérêts multiples ou pas, la manière dont je vais réagir d'ailleurs, eh bien, ça va être corrélé avec ces 5 facteurs que je t'ai évoqués. D'accord, très bien. Bon. Et donc, pour arriver au point de ce qu'a été la campagne, il y a probablement 2 choses qui se sont passées. La première, et ça même les équipes de Facebook reconnaissent, que les équipes de campagne de Trump ont été relativement novatrices, et je pense d'ailleurs que ça vient de Cambridge Analytica. Et il est très possible qu'en plus du targeting socio-démo classique, il y ait eu un targeting de traits de personnalité. Alors, je fais un petit message publicitaire parce que c'est les choses que moi j'ai faites avec ma start-up. Bon, et on a fait un essai avec donc un e-retailer allemand. On s'est rendu compte que de manière générale, sur 5 types de préférences commerciales très différentes, est-ce que tu es intéressé aux articles de sport, à tout ce qui est eau, gaz, électricité, aux éléments bio ou à tout ce qui est apprentissage de langue, dans des choses qui n'avaient rien à voir. Le socio-démo classique, âge, sexe, niveau de revenu, niveau d'éducation, expliquait 15 à 25% de la variation statistique entre j'aime pas ou je suis très intéressé. Et l'information sur la personnalité, elle, expliquait 30 à 47% de la variation statistique. Wow. Donc, en moyenne, en tout cas sur ce type-là de préférence commerciale, un pouvoir prédictif 2 fois plus fort. Alors 30 à 47%, c'est pas non plus 90%. Donc il y a encore énormément d'espace. Mais on voit que c'est plus prédictif que le socio-démo. Donc on peut faire un meilleur targeting. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, et c'est là où peut-être on est au cœur de l'amplification du phénomène d'extrême droite, c'est les capacités de voir quels messages vont te faire basculer dans la peur et en gros vont te réduire ton niveau de stabilité émotionnelle. Et pourquoi c'est important ? Bon, parce que derrière ça, il y a un mécanisme de l'ordre de la propagande politique qui aide certains partis politiques. Rob Goldman, qui est le patron des ventes de Facebook, a dit, il y a de ça plusieurs mois, lorsque donc, le scandale Cambridge Analytica a commencé à prendre de l'ampleur, oui, certes, il y a un sentiment de désordre important qui s'est diffusé, mais ça n'a pas aidé tel ou tel parti en particulier. Il y a juste un sentiment qui a peut-être été amplifié par l'action des trolls russes qui viennent de Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, qui fait qu'effectivement, on a voulu démoraliser, on a voulu humilier, on a voulu montrer que la démocratie américaine en réalité ne marchait pas, était semer la discorde, mais ce n'était pas un parti en particulier. Effectivement, lorsqu'on regarde
le nombre total de messages, de posts Facebook qui ont été créés par Internet Research Agency, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de 5% de ces messages-là qui aidaient nominalement Trump ou qui attaquaient nominalement Clinton, et le reste, c'était des messages de Discord. Où, par exemple, on crée de faux activistes blacks qui disaient on ne peut pas faire confiance à la majorité blanche, et puis on crée de faux activistes de la majorité blanche qui disaient on ne va absolument pas faire confiance à la minorité black, etc. On a même vu d'ailleurs des actions chez les fans de Star Wars. D'accord. Pour amplifier le désordre, la colère autour de Last Jedi. Voilà. Bon. Donc il y a un phénomène d'amplification du sentiment de désordre. Et j'aimerais bien que tu me parles de pourquoi c'est important d'amplifier ce... Ouais. Justement, j'y arrive. Vas-y. Et pour ça, il faut à nouveau repasser justement par le Big Five et comprendre le lien entre Big Five, les traits de personnalité, et la clientèle politique. Je prends 2 électeurs. L'un qui est de ta droite modérée classique et l'autre qui est de l'extrême droite. Qu'il s'agisse de UKIP en Grande-Bretagne, du Front National ou aux États-Unis, un électeur de Trump. Ces 2 électeurs ont un trait en commun, mais qu'un seul trait en commun, à savoir que dans la dimension de openness, sont des gens qui ont plutôt une vision traditionnelle du monde. Ils n'aiment pas les choses trop originales, trop nouvelles, qu'il s'agisse de personnes ou d'environnement culturel. Donc ils ont une vision traditionnelle du monde. Mais par contre, alors entre parenthèses, je suis un petit peu caricatural parce qu'il y aura toujours des gens de droite qui sont très... Oui, bien sûr. Des anarchistes de droite même, qui sont très ouverts d'esprit, etc. Donc je suis vraiment dans les grandes masses. Je ne voudrais pas choquer une partie de ton audience. Mais l'électeur de la droite classique, encore une fois de façon un peu caricaturale, dans les grandes masses, c'est quelqu'un qui a un fort niveau de caractère consciencieux, qui fait très attention aux détails, qui fait très attention à la hiérarchie des principes. Les principes, c'est très important pour lui. Et qui a un bon niveau de stabilité émotionnelle. L'électeur d'extrême droite, lui, il a un niveau très moyen de caractère consciencieux, donc cette hiérarchie des principes n'est pas très importante pour lui. Et par contre, il a un certain niveau d'instabilité émotionnelle. Pour dire les choses, il flippe. Alors maintenant, tu vois le mécanisme, il est finalement assez simple. Tu prends ton pool d'électeurs de la droite conservatrice classique, tu lui balances des messages de peur, des messages de désordre, tu crées dans une partie de ce pool-là un début de sentiment de vulnérabilité, de peur, de bascule. Et donc, mécaniquement, la stabilité émotionnelle s'affaisse jusqu'au niveau où ces gens-là vont commencer à basculer à l'extrême droite. Et d'autant plus que tu me disais, il y a cette étude qui est sortie en début d'année, je crois, qu'un message à caractère négatif ou de peur se propage beaucoup plus, c'est ça ? Alors voilà, ça c'est une étude très intéressante qui est sortie en mars dernier par une équipe de recherche du MIT et qui a essayé de voir, quand tu regardes des messages positifs et négatifs, surprenants par surprenant, qu'est-ce qui se diffuse le plus ? Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, par exemple, les messages négatifs et surprenants se diffusent, se distribuent 5 à 10 fois plus loin, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, que les messages positifs et pas surprenants. Bon, mais alors, un message négatif et surprenant, c'est quoi ? C'est un message de peur. Et donc, les messages de peur se diffusent 5 à 10 fois plus largement que les messages qui ne font pas peur. Bon. C'est d'autant plus intéressant d'ailleurs que ce qu'ils ont aussi identifié, c'est que les personnes qui diffusaient ces messages de peur souvent étaient socialement initialement isolées, mais qu'en créant ces liens nouveaux, ces diffusions, tout d'un coup, ils finissaient par avoir une audience. Et donc, il y a même un intérêt pour des gens qui sont naturellement émetteurs de messages de peur, à créer et à rediffuser ces messages de peur parce que ça va leur permettre de rebâtir des liens sociaux, en tout cas, de se rebâtir une audience. Donc tu vois que ce qu'on a dit, la peur fabrique ton électeur d'extrême droite sur une base d'un électeur qui initialement est plutôt modéré, conservateur modéré. Et à côté de ça, tu as la possibilité, grâce aux réseaux sociaux,
de diffuser de façon beaucoup plus forte et lointaine ces messages de peur. Donc, d'être capable, pour n'importe quel deux messages égaux, s'il y en a un de peur, il va aller beaucoup plus loin. Bon. Et là, c'est intéressant, parce que si tu parles en termes de médias de masse, jusqu'à il y a quelques années, le principal média de masse, c'était la télévision. Et la télévision, dans le hertzien ou dans le début du câble, mais en tout cas jusqu'à il y a 10 ans, c'était quand même très essentiellement le hertzien. Même aux États-Unis, les grands networks, eh bien, c'était des chaînes qui étaient très largement réglementées. Aux États-Unis, depuis, je crois, le début des années 50, il y a une réglementation qui impose aux grandes chaînes, aux grands networks, ABC, CBS, NBC, d'avoir donc l'usufruit du réseau hertzien, mais en échange, ils sont obligés de diffuser, je crois, 1 à 2 heures d'informations de qualité objective par jour. Et ça, c'est quand même la base de la diffusion et de la communication de masse et de l'information, en fait, pour la plupart des gens, jusque vers le milieu des années 90, début des années 2000, etc. C'est vrai en France aussi, ça? Et en France, tu as le CSA, qui oblige évidemment à ce que s'il y a des messages qui sont faux, eh bien, que ce soit évidemment à nouveau corrigé, voire même des éléments après de punition. Bon. À côté de ça, on a vu donc l'émergence des réseaux sociaux, et qui a pris une ampleur considérable, en particulier après l'introduction des smartphones, donc 2007, etc., qui font qu'aujourd'hui, étude de Pew Research aux États-Unis, Facebook, qui n'est pas un média réglementé, est devenu, pour 70% de la population américaine, l'une des sources d'information, l'une des sources de news, et pour plus de 40-45% de cette population, la source principale de news. Donc, à la fois un média qui est extrêmement sensible au relais des informations de peur, relais des informations de peur qui ont un impact très fort pour favoriser l'extrême droite, et en même temps, un média qui, à date, n'est pas réglementé. N'est pas réglementé alors que Facebook a sa forme d'éditorialisation, qui n'est pas celle d'avoir des éditeurs ou des journalistes qui vont regarder, mais qui est celle de choisir l'algorithme qui va faire que... Remonter l'information. Voilà, remonter l'information. Les gens vont venir sur les réseaux, vont rester sur les réseaux, confère tout ce que dit et écrit des gens comme Tristan Harris dans les Silicon Valley aujourd'hui, pour montrer cette économie de l'attention. Effectivement, quand tu as peur, eh ben, tu vas rester, tu vas faire attention à ce qui se passe. Et en plus, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est, ce que je vois moi sur les réseaux sociaux, c'est que ça génère des groupes, c'est-à-dire que les gens restent entre eux, ils se partagent des informations, donc ils se confirment dans leur peur, quelque part. Il y a ça. Et puis de l'autre côté, il y a des dirigeants politiques qui remettent en cause les médias traditionnels, qui essayent justement d'envoyer de l'information neutre, et les remettent en cause, donc du coup, ils génèrent eux-mêmes de la haine et de la peur aussi. Oui, alors si tu veux, tu as dans l'aspect de ce qu'on appelle les filter bubble, le fait qu'on va rester confiné dans la même zone d'information, tu as un double effet qui se coule. Le double effet qui se coule, c'est d'une part, ce qui apparaît évident, c'est qu'on va rester sans être confronté à une autre information. Lorsqu'on lisait le journal, et encore mieux lorsqu'on écoutait le seul journal télévisé, le 20h, quand on continue à n'avoir l'information que par la grande messe du 20h en France et pareillement aux États-Unis, eh bien forcément, on avait l'information, on écoutait un petit peu les deux sons de cloche, on était obligé de l'entendre, donc on était obligé de savoir que. Et là, on peut choisir. Mais en même temps qu'on choisit, on détruit quelque chose qui est assez fondamental dans la société, qui est les éléments qui constituent ce qu'on appelle la résilience sociale. La résilience sociale, c'est la capacité à avoir un capital social, à savoir des liens, avec des gens proches, mais aussi avec des gens éloignés. Ce qui fonde la résilience d'un organisme, quel qu'il soit, que ce soit une ville, un pays, ou même un organisme biologique, comme le cerveau humain, par exemple, c'est le fait d'avoir à la fois des liens forts, des liens faibles, et aussi des liens qui te permettent de te lier à des endroits qui sont extrêmement différents de là où tu es. Je donne, tu connais l'expression 6 degrés de séparation, on est tous à 6 degrés de séparation de Donald Trump, apparemment. Je préfère Obama. Mais... Voilà, moi aussi, remarque. Quand tu regardes, par exemple, un organisme comme le cerveau humain,
dont l'objectif c'est vraiment d'être résilient pour arriver à trouver l'information la plus importante pour un objectif fondamental qui est celui de survivre, eh bien dans le cerveau de Homo sapiens comme celui du singe ou du chat, chaque neurone est à 2 à 3 relais de n'importe quel autre neurone du cerveau. Et tu vois l'importance de ça lorsque tu vas avoir un accident, tu te cognes, et là, tu dois avoir en fait plusieurs régions, plusieurs grappes de neurones de ton cerveau qui doivent se mettre en action au même moment. Tu t'es fait mal, tu dois crier, aïe, pour prévenir les autres, tu dois regarder ce qui se passe, tu dois peut-être t'écarter, donc tu dois faire bouger tes membres. Donc tu as tout un ensemble de grappes de neurones très différents qui doivent s'animer au même moment. Et tu vois là l'importance de cette résilience, cette capacité à avoir des connecteurs avec des régions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon. À partir du moment où tu casses ces éléments de connexion, parce que justement tu entres dans ces bulles, eh ben, tu casses la résilience de ta société. Et ça bénéficie à qui ? Ben, à nouveau, plus tu casses la résilience, plus tu te renfermes sur toi, moins tu vois ce qui se passe à côté, plus tu commences à avoir peur lorsqu'il y a des chocs. Et plus tu as peur, eh bien, plus tu vas à nouveau faire appel à qui ? Eh bien, au grand chef qui est là, soi-disant, pour supprimer ta peur, l'homme fort. Donc, tu vois à nouveau que le double effet qui se coule des filter bubbles, c'est que tu te renforces dans ton sentiment de in-group, si tu veux, tu vas aller vers ton plus petit commun dénominateur, les gens qui te ressemblent le plus, et en même temps, tu fais ça parce que tu te sens vulnérable, parce que tu sens inconsciemment que tu n'as plus de lien, tu n'as plus de vision globale de la société, parce que ces liens sont en train de se casser. Et donc, à nouveau, tu as peur. Et donc, à nouveau, tu fais appel à l'homme fort. Et donc, ça veut dire quoi, l'homme fort, en termes politiques, c'est le fascisme. Oui, bien sûr. Donc, il faut toujours se méfier des dirigeants politiques qui disent qu'il ne faut pas faire confiance aux médias. Il faut, exactement, parce que, et c'est là où c'est intéressant aussi, et il y a plein d'échos, quand tu casses les médias, à nouveau, et quand tu dis les médias ont tort, bah, d'une part, évidemment, tu casses une partie de l'information, et puis surtout, tu casses cet aspect kaléidoscopique que tu dois avoir pour être en connexion, que tu y crois ou non d'ailleurs, mais avec l'ensemble des informations différentes. Bon. Et donc, à nouveau, tu as ce double effet qui se coule, tu ne sais plus trop ce qui se passe, ce qui fait que tu t'en remets qu'à la voix de ton grand maître, ton chef spirituel ou ton chef idéologique. Bon. Et donc, on ne critique pas, le chef idéologique. Donc, c'est très important que les médias, par définition, soient supprimés. Mais en même temps, tu remets en cause ta perception du monde. Alors ça aussi c'est intéressant, et tu le vois, alors je ne vais pas tirer trop de parallèles, mais tu le vois dans tous les phénomènes de radicalisation sectaire, ou de radicalisation terroriste, de manière générale de radicalisation. Tu vas voir que tes personnes qui sont en train de se radicaliser, l'une des toutes premières étapes de la radicalisation, c'est la remise en cause du monde en disant « ne crois pas ce que tu entends ». C'est l'ouverture vers tout ce qui est théorie du complot, théorie de la conspiration, dont le premier truc où on remet en cause, c'est les médias. Tout ce qu'on te dit est faux, la vérité est ailleurs. Donc tu vois les liens à nouveau entre je casse ce qui me connecte avec le reste de la population pour qu'on te force à te reconnecter avec un plus petit groupe, plus sectaire. Et d'ailleurs, je le dis, le chercheur avec lequel j'ai travaillé sur ma start-up lui a fait beaucoup d'analyses sur les questions de radicalisation, et il a vu, je ne sais pas si c'est causalité, je le pense, mais en tout cas, une corrélation forte entre phénomène de radicalisation et réduction de ton réseau social, du réseau humain qui est autour de toi. Plus tu te radicalises, plus tu t'isoles. Et plus tu t'isoles, eh bien plus on va te faire croire qu'en fait, certes, tu vas avoir moins de monde, tu vas te connecter à moins de personnes, mais ces gens-là, ils vont apporter plus de clarté, plus de force, etc. Et c'est cette manipulation des émotions, est-ce qu'elle a lieu uniquement dans le domaine politique, ou est-ce qu'on peut l'envisager pour des raisons commerciales? Alors, Facebook en joue énormément. Je veux dire, Facebook, c'est le média par lequel ça passe, concrètement. On pourrait aussi se poser la question du démantèlement de Facebook, d'ailleurs, mais ça ne nous appartient pas, pour le coup. Et donc, pour revenir à ma question, est-ce que ça se passe uniquement dans le domaine politique, ou est-ce qu'on peut l'envisager ailleurs? Non, tu peux... Alors, ça ouvre des questions très intéressantes, d'ailleurs.
de la publicité commerciale en tant que telle. Parce qu'effectivement, tu peux arriver à mieux comprendre qu'est-ce qu'un consommateur attend, quel est le type d'approche qui va le plus être en résonance avec lui. Je te donne un exemple, parce que c'est ce qu'a fait Cambridge Analytica pour des marques de voitures, parce qu'ils ont aussi cette activité commerciale, mais c'est aussi ce que, je le dis, j'ai pu faire et développer avec ma start-up et avec le retailer, mais dans une approche qui était essentiellement expérimentale à date. Mais il est clair que, par exemple, tu as en face de toi quelqu'un qui est très ouvert aux idées nouvelles. Tu vas essayer d'avoir un message où tu vas montrer beaucoup de diversité, beaucoup de richesse intellectuelle, beaucoup de choses innovantes, intéressantes dans ce que tu avances. Tu as en face de toi quelqu'un qui a un caractère consciencieux très élevé. Tu vas dire, ben voilà, comment ça fonctionne, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, jusqu'à Z, de façon très détaillée. Versus, tu as quelqu'un qui, au contraire, a un caractère consciencieux très faible. Il aime une chose simple, pas compliquée. Tu vas lui montrer que c'est pas compliqué, etc. Donc, alors évidemment, derrière ça, donc tu vois que tu peux l'envisager pour plein de trucs. Envisager, alors il faut faire très attention, parce que ça c'est le discours que moi je tiendrai, à savoir que chaque marque a une identité, et tu ne peux pas avoir plusieurs identités pour la même marque. Sinon, ta marque n'a plus d'identité. Donc il y a une réflexion à avoir, et derrière ça, tu as toujours un principe de vérité à avoir par rapport évidemment à ce que tu vends, et puis c'est contrôlé tout ça, et puis il faut faire attention à la manière de... Mais tu le vois, par exemple, c'est très amusant quand tu regardes aux États-Unis sur les différentes chaînes du câble, tu vas voir la chaîne Histoire, la chaîne Spike TV pour les hommes, les chaînes pour les femmes. Tu vas voir le même film, par exemple, il y avait le film Gladiator, moi j'ai vu ça, et donc ça c'est un peu vieux, mais tu avais un cut du trailer de Gladiator pour la chaîne Histoire, tu mettais en avant l'Empire romain. Quand c'était pour Spike TV pour les hommes, tu montrais des mecs qui se combattent. Et puis pour la chaîne féminine, tu avais montré la relation qui existait entre le héros et puis l'ancienne impératrice, etc. Bon, ça évidemment, tu peux faire la même chose d'un point de vue de profil émotionnel qui va être le plus en résonance. Mais encore une fois, il y a des limites jusqu'où tu peux étendre l'espace émotionnel d'une marque. Ça paraît tout à fait normal. Et l'autre point, je pense qu'on n'est pas encore là, mais c'est une question de déontologie et d'éthique qui finira par se poser, peut-être d'ici 10 ans. Comme je te le disais, avec l'information sur les traits de personnalité, on peut arriver à comprendre statistiquement 30 à 47% de la variation statistique. Avec l'information sociodémographique de 15 à 25%, tu vas rajouter des informations tactiques, etc. Peut-être qu'un jour, on va arriver à 80% de l'information. Et donc, ça veut dire, dans l'aspect positif, qu'on se rapproche d'une pub qui est de moins en moins perçue comme une nuisance, mais comme un service, parce qu'on va t'apporter quelque chose qui va te faire plaisir. Mais de l'autre côté, il faut faire attention aux questions de manipulation. Bon. Et là, il y a une question déontologique qui est ouverte, à savoir à quel moment la pub manipule l'utilisateur versus offre un service à l'utilisateur. C'est une question qui est ouverte. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Tout ce que je pense à titre personnel, c'est que le point fondamental, c'est que ton consommateur, c'est aussi un citoyen. Et ce qui est important aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs avec ces manipulations d'extrême droite sur les réseaux sociaux, c'est de maintenir cette espèce de résilience cognitive qui, au fond, permet à l'utilisateur de maintenir sa raison critique. Et donc, l'utilisateur, in fine, peut-être qu'on peut lui montrer certains aspects positifs avec lesquels il peut entrer en résonance, mais il doit maintenir sa raison critique. Il doit être capable de faire le meilleur choix. Et ça, c'est peut-être aussi une réflexion qu'in fine, le législateur finira par avoir. Parce que si je veux un marché qui fonctionne bien, dans un État-nation qui fonctionne bien, je dois avoir des citoyens qui ont maintenu leur résilience cognitive et qui ont maintenu surtout et avant tout leur raison critique. Mais le problème, c'est pas que des boîtes comme Facebook, typiquement, sont tellement puissantes aujourd'hui que les États, ils sont un peu en impuissance par rapport à eux, non ? Enfin, j'ai la sensation que par rapport aux lobbyistes et par rapport à ces structures qui sont tellement gigantesques, finalement, les États, séparément en tout cas, la France ou la Grande-Bretagne, et même, je ne sais même pas si au niveau de l'Europe ça ne se joue pas, mais est-ce qu'ils ne sont pas peut-être pas assez puissants quelque part ou... Alors je vais faire une réponse de Normand, parce que tu as un peu abordé la solution dans ce que tu viens de dire.
au niveau État-nation, les 50 millions, 60 millions de consommateurs que nous représentons ne représentent plus grand-chose. C'est quelques États américains. Ça ne suffit plus. Bon, la Californie, peut-être en tant que telle, aujourd'hui, la Californie, 5e puissance industrielle du monde, est peut-être parfois capable de faire bouger un petit peu les lignes. Mais il faut dire que les États américains en tant que tels ou les États-nations européens en tant que tels, effectivement, parce qu'ils représentent un pouillème d'un marché qui est devenu un marché mondial, Facebook a presque 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, ça n'a plus assez d'impact. Par contre, ce qui a un impact réel pour faire pousser, avancer la réglementation, c'est ces grands marchés continentaux. Et même l'Europe, on l'a vu d'ailleurs, avec la réglementation générale sur la protection des données. Bon. Eh bien, les Européens l'ont mis en place, cette année d'ailleurs, et tout d'un coup, on a vu que les boîtes que tu évoquais étaient obligées, les boîtes américaines, les GAFA, étaient obligées de s'aligner sur la réglementation européenne. On a même vu d'ailleurs l'État californien qui est en train de reprendre une partie de RGPD et de l'incorporer dans son propre droit. Je peux te dire qu'il y a des pays comme par exemple en Israël où il y a des consultants qui sont là pour montrer que certaines boîtes israéliennes qui travaillent beaucoup avec l'Europe sont désormais en conformité avec le droit RGPD. Tu vois, tu l'as même vu d'ailleurs très récemment avec Google+. Alors, Google+, est un exemple où... Qui n'existe plus, du coup. Qui n'existe plus. Google+, est la nouvelle brèche qu'il y a eu sur Facebook. Oui. 50 millions de comptes. Dans ce cas, on a vu l'impact très fort de la notification à 72 heures. Facebook a été obligé de notifier assez rapidement qu'il y a eu cette brèche. On va voir justement comment ça va se passer avec Google+, parce que là, on nous a annoncé une brèche qui avait lieu, qui a eu lieu, je crois d'ailleurs de mémoire, ça s'est fait avant la mise en place de RGPD, mais de facto, ils l'ont annoncé après. Donc, on va voir d'ailleurs si la réglementation européenne va réagir par rapport à ça. Mais en tout cas, sur Facebook, on voit bien déjà l'impact de RGPD, parce que très rapidement, ils ont été obligés d'annoncer. Donc je pense que quand tu travailles sur un marché qui est un marché de plusieurs centaines de millions d'habitants, qui est le marché de l'Union européenne, oui, tu peux commencer à avoir un impact. L'Europe, encore aujourd'hui, pèse peut-être entre 15 et 20% du PNB mondial. C'est significatif. C'est très significatif pour des gens comme les GAFA. Donc ils sont obligés de faire attention. Ils ont leur bureau en Irlande. C'est dans le cadre de l'Union européenne. Et on va faire très attention à tout ça. D'accord. Il ne faut pas se reposer, entre guillemets, sur ces lauriers qui sont assez légers, pour le dire, sachant que quand tu fais des projections à 20-30 ans, l'Europe ne pèsera plus que 9% du PNB mondial, par exemple, d'ici 2040-2050, parce qu'on va voir des choses très fortes émerger comme l'Inde, etc. Mais bon, voilà, effectivement, tu peux continuer à faire une législation au niveau de ton espace continental, tu continues à encore avoir un petit peu de poids et de l'influence auprès de ces grands groupes. Okay. Et puis, il y a un autre relais qui est en train d'émerger, qui est encore un petit peu latent. C'est celui des propriétaires de ces grands groupes. Et qui sont les propriétaires de ces grands groupes ? Ce sont les grands fonds de pension. Bon. Alors là, on est peut-être au début d'une transformation de notre système capitaliste, comme on l'avait vécu d'ailleurs à la fin des années 70, début des années 80, avec les fonds activistes, qui avaient d'ailleurs forcé à la dissolution des grands conglomérats. Complètement. Et on voit apparaître des choses comme, par exemple, ces deux fonds qui, en début d'année, ont envoyé une lettre à Apple pour dire « Nous sommes actionnaires d'Apple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des iPhones ou des iPads qui sont entre les mains d'enfants qui ont moins de 10 ans? Est-ce qu'il n'y a pas un impact in fine sur leur développement cognitif ?» Ou encore Larry Fink, le patron de BlackRock, qui envoie une lettre à toutes les entreprises où BlackRock investit pour dire « Faites attention aux aspects d'externalité négatives potentielles que vous allez générer avec vos activités. »
Il y a une réflexion qui vient de deux choses. D'une part, le réchauffement climatique, parce que ça, les assureurs sont en train de commencer à en voir les coûts. Et eux, ils ont effectivement un business model sur 30 ans et au-delà. Et donc, ils voient bien que les entreprises qui ne respectent pas, qui n'aident pas, sont des entreprises qui vont créer des problèmes. Et puis, de manière plus générale, ce sont des fonds qui se rendent compte, mais je crois à nouveau que l'impact fort du nouveau risque, du risque politique qu'implique Donald Trump est un élément de prise de conscience pour ces gens-là, eh bien qu'à force de dégrader le tissu social, on finit par se créer un risque politique, voire géopolitique, que ces grands fonds de pension qui sont très diversifiés, d'une part, et d'autre part, qui sont investis sur 30 ans, vont finir par se récupérer. Donc, directement, ces risques politiques et géopolitiques, ils vont finir par en payer les coûts, et ça va les imputer dans leur business model. Donc là, il y a un début de réflexion. Bon, il aura fallu des chocs. Deux chocs qui sont le choc Donald Trump et le choc du réchauffement climatique. Mais voilà, tu commences à voir émerger une réflexion de ces gens qui possèdent les GAFA pour se dire, OK, on va quand même faire un petit peu gaffe. Parce qu'on est peut-être en train de se tirer une balle dans notre business model. Hyper intéressant. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui. Écoute, moi, j'aimerais claquer la porte aujourd'hui à une entreprise qu'on vient d'évoquer, auquel j'ai du mal à claquer la porte, mais qui est Facebook. Et je dois dire que je suis un amoureux déçu de Facebook. Parce que il y a encore quelques années, j'avais en tête la manière dont Facebook avait été utilisé, par exemple, par les jeunes Égyptiens lors de la révolution de 2011. Le printemps arabe. Et d'ailleurs, où il y avait des témoignages où on montrait que le fait de constituer une page unique sur la révolution avait permis à des gens qui étaient libéraux, socialistes ou frères musulmans de coopérer ensemble. Donc c'était un média qui permettait la coexistence et l'union pour un objectif, se débarrasser de Moubarak. 7 ans plus tard, je suis un amoureux tellement déçu que j'aimerais claquer la porte Facebook, et puis en même temps j'ai des difficultés, je dois le dire, à claquer la porte de Facebook. Mais je me rends compte que Facebook non seulement a aidé à l'amplification du message d'extrême droite, ce que moi je n'ai pas vu, parce que quelque part, moi aussi j'étais dans ma petite bulle à toi. Exactement. Et puis, dans d'autres endroits, c'est même encore pire. Et une histoire, et les Nations Unies une commission des Nations Unies est en train d'enquêter là-dessus, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, mais c'est à quel point Facebook a peut-être aidé à amplifier le discours de haine en Birmanie lors du génocide, on peut le dire, des Rohingyas, qui a été actionné par l'armée birmane, mais qui a peut-être été soutenu par la population, parce que justement la population a été dans cette énorme bulle de haine grâce à Facebook. Pourquoi ? Parce que il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, le monopole national de télécom local a sorti une nouvelle offre smartphone avec Internet, sauf que Internet, c'était Facebook. Et donc, pour l'essentiel des Birmans, d'ailleurs, aujourd'hui, Internet égale Facebook. Mais tous les messages de haine qu'on a évoqués, et on a bien vu, d'ailleurs, la haine, la peur, à quel point ça se communique facilement, eh bien, ça a joué à fond les ballons sur la haine contre les Rohingyas. Et je serais un administrateur de Facebook aujourd'hui, je ferai très attention, parce qu'on ne sait pas jusqu'où cette histoire ira, et j'espère qu'il y ait, pourquoi pas, qu'il y ait une enquête qui aille jusqu'à le dépôt d'une plainte au tribunal international de La Haye. Moi, je me souviens de l'affaire de Rwanda, il y a de ça une vingtaine d'années, où la radio-télévision des Mille Collines, qui était comme ça un amplificateur du message de haine anti-Tutsi, eh bien, les responsables de la radio-télévision des Mille Collines, ils ont fini au tribunal pénal international de La Haye. Je serai administrateur de Facebook, je regarderai très précisément qu'est-ce qui a été fait, parce que, évidemment, Facebook n'a pas été un acteur actif, mais même en étant passif, il a bien relayé un message de haine qui a été terrible. Donc voilà, j'essaye de refermer une porte assez violente, un grand Vlan sur Facebook. J'ai du mal à m'en déconnecter, mais j'espère en tout cas que toutes les conséquences juridiques de ce qui s'est passé en Birmanie iront jusqu'au bout et qu'on établira les responsabilités, en particulier peut-être les responsabilités de Facebook. Super, merci beaucoup. C'est moi, merci Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues.
Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.